Tu n'auras pas un centime de mon argent, rien du tout, cria Michel avec une cruauté qui me glaça le sang jusqu'aux os. Nous venions tout juste de rentrer des obsèques de ma femme, et mon fils avait déjà complètement changé. Ses yeux brillaient d'une cupidité que je n'avais jamais vue auparavant. Les 300 millions d'euros sont à moi maintenant, papa, continua-t-il en agitant les papiers du testament devant moi. Tout est à moi. Et toi, tu ne représentes plus rien ici. Dès seulement 12 heures, juste 12 heures s'étaient écoulées depuis que nous avions enterré l'amour de ma vie, et mon propre fils me jetait à la rue de la maison que nous avions construite ensemble pendant 40 ans de mariage. « Michel, s'il te plaît !» chuchotai-je, encore vêtu de noir, le visage strié de larmes. « Nous venons d'enterrer ta mère. Comment peux-tu être si cruel ?»« Cruel ?» Il rit avec mépris. « Tu sais ce qui est cruel, papa, c'est toi qui as vécu toutes ces années comme un parasite de l'argent de maman. Mais cette époque est révolue. Cette maison est à moi, l'argent est à moi, et tu n'es rien. » Maître Richard Fernandez, notre notaire, s'éclaircit la gorge avec gêne depuis le coin du salon. C'était lui qui avait lu le testament ce matin-là, confirmant que ma femme Victoire avait légué toute sa fortune à notre fils unique. Mais quelque chose dans ses yeux me disait qu'il y avait plus que ce qui apparaissait à première vue. « Tu as 24 heures pour déguerpir », déclara Michel, arpentant le salon comme un conquérant. « Et n'ose plus me déranger. Tu n'es pas ma responsabilité. Pendant 40 ans, tu as vécu au crochet de maman, mais maintenant tu vas apprendre ce que signifie vraiment travailler. » Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une indignation qui grandissait comme un feu dans ma poitrine. C'était le petit garçon que j'avais porté dans mes bras, à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais consolé lors de tous ses cauchemars. « Au moins as-tu lu tout le testament ?» murmura soudain Maître Richard, et quelque chose dans son ton fit s'arrêter Michel, brusquement. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Mon fils le défia, mais pour la première fois depuis la lecture, je vis une lueur d'incertitude dans ses yeux. Maître Richard échangea un regard avec moi, et je savais exactement à quoi il faisait référence. Un sourire presque imperceptible toucha mes lèvres, tandis que je regardais le visage de Michel commencer à pâlir. « Rien d'important, » répondit l'avocat, mais son sourire moqueur disait le contraire. « Je suppose que vous le découvrirez. » Michel s'approcha de moi d'un pas agressif. « Je me fiche de ce que dit ce papier. L'argent est à moi. Cette maison est à moi, et tu pars tout de suite. » Il me poussa vers la porte avec une telle force que je faillis perdre l'équilibre. « Tu sais quoi? Je ne veux plus te voir, aux obsèques non plus. Pour moi, à partir d'aujourd'hui, tu es mort. » Le bruit de la porte qui claqua résonna dans toute la maison, comme un coup de fusil. Je restais dans l'allée, sous la pluie fine qui avait commencé à tomber, regardant la maison où j'avais été heureux pendant 4 décennies. Les fenêtres que Victoire et moi avions choisies ensemble, le jardin que nous avions planté, les souvenirs qui se transformaient maintenant en cendres. Je marchais lentement vers ma voiture, sentant chaque pas comme si je portais des pierres dans mes chaussures. Mon costume noir se trempait, mais je m'en fichais. Le froid de la pluie n'était rien comparé à la glace que je ressentais dans mon cœur. Maître Richard courut après moi. « Monsieur Guillaume, attendez s'il vous plaît !» cria-t-il en s'approchant avec une mallette sous le bras. « Je dois vous parler, c'est important. » Je regardai dans ses yeux et vis quelque chose qui me rassura. De la complicité, de la connaissance, la même expression que j'avais vue sur le visage de Victoire quand elle avait quelque chose en réserve. « S'agit-il de ce que je pense ?» demandai-je à voix basse. Il hocha la tête gravement. « Votre femme était plus intelligente que Michel ne l'imagine, et vous devez connaître toute la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Je montai en voiture avec Maître Richard, et tandis que nous nous éloignions de la maison, je vis Michel jeter un coup d'œil par la fenêtre principale du salon. Son expression avait changé. Elle n'était plus triomphante. Elle était inquiète, parce qu'il ne savait pas ce que j'étais sur le point de découvrir. Maître Richard m'emmena à son cabinet en silence.
Pendant le trajet, mon esprit vagabonda entre l'incrédulité et une colère sourde qui grandissait dans ma poitrine comme un feu. 40 ans. 40 ans de mariage avec Victoire, de construction ensemble non seulement d'une fortune, mais d'une famille. Et maintenant mon propre fils m'avait expulsé comme si j'étais un étranger. « Asseyez-vous, Guillaume », dit Richard dès que nous arrivâmes à son cabinet. Ses yeux reflétaient un mélange de pitié et autre chose, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je m'enfonçai dans le fauteuil de cuir en face de son bureau, le même endroit où Victoire et moi avions signé notre testament des années auparavant. Les murs étaient remplis des diplômes de maître Richard et de photos de famille, me rappelant tout ce que je venais de perdre. « Guillaume, il y a quelque chose que Michel ne sait pas, » commença-t-il, en ouvrant la mallette qu'il avait apportée de la voiture. « Votre femme était une femme extraordinairement prévoyante et connaissait très bien le caractère de votre fils. » Je pris un mouchoir dans ma poche et séchai les larmes qui n'arrêtaient pas de couler. « Maître Richard, s'il vous plaît, j'ai déjà perdu ma femme, maintenant j'ai perdu mon fils. Ne me donnez pas de faux espoirs. » Ce ne sont pas de faux espoirs, Guillaume, ce sont des faits juridiques. Il étala plusieurs documents sur la table. Vous souvenez-vous quand Victoire a insisté pour que nous nous rencontrions seuls, il y a 6 mois, sans Michel? J'acquiesçai lentement. Victoire avait été très spécifique au sujet de cette rencontre. Elle avait dit qu'elle avait des affaires privées à discuter, des choses qui ne concernaient que nous en tant que couple. Ce jour-là, votre femme a préparé un addendum au testament, une clause très spécifique qui ne serait activée que dans certaines circonstances. Maître Richard pointa un paragraphe dans l'un des documents. Si Michel faisait preuve d'une cruauté extrême envers vous, surtout pendant la période de deuil, la totalité de l'héritage vous reviendrait automatiquement. Mon cœur s'arrêta un instant. Que voulez-vous dire? Je veux dire que votre femme savait exactement quel genre de personne était votre fils et s'est assurée de vous protéger. Maître Richard sourit pour la première fois de la journée. Les 300 millions d'euros, la maison, les propriétés, tous les investissements, tout redevient vôtre, si nous pouvons démontrer que Michel a rempli les conditions de la clause. Les larmes changèrent de saveur. Elles n'étaient plus de tristesse, mais d'une émotion que je ne pouvais pas définir. Soulagement peut-être, ou justice. « Et comment prouvons-nous cela ?» demandai-je d'une voix tremblante. Maître Richard sortit son téléphone et me le montra. Sur l'écran, une application d'enregistrement était clairement active. J'ai enregistré toute la conversation de cet après-midi, chaque mot cruel, chaque insulte, chaque moment où il vous a jeté dehors de la maison où vous veniez de pleurer votre femme. Je mis mes mains sur mon visage et pleurai. Mais maintenant je pleurais avec gratitude envers Victoire, ma chère Victoire, qui même depuis la tombe continuait à prendre soin de moi. « Il y a plus », continua maître Richard. « Votre femme a aussi laissé des instructions très spécifiques. Vous devez permettre à Michel de croire qu'il a le contrôle pendant un moment. Vous devez le laisser faire des erreurs qui montrent son vrai caractère au monde. C'est seulement alors que nous pourrons activer la clause définitivement. Vous voulez dire que je dois continuer à prétendre que je suis ruiné? Exactement. Votre femme connaissait son fils mieux que personne. Elle savait que le pouvoir le corromprait rapidement et que vous auriez besoin de temps pour décider si vous vouliez vraiment tout récupérer ou si vous préfériez donner une dernière chance à Michel. Je me levai et marchai vers la fenêtre. Dehors, la ville continuait son rythme normal, ignorant le drame qui se déroulait dans nos vies. Je pensais à Victoire, comment elle avait toujours eu 3 longueurs d'avance sur tout le monde en affaires. Apparemment, elle avait aussi eu 3 longueurs d'avance pour protéger sa famille. « Que dois-je faire maintenant ?» demandai-je sans me retourner. « Allez dans un hôtel modeste, agissez comme si vous aviez vraiment tout perdu. Je me chargerai de surveiller les actions de Michel. Selon les instructions de votre femme, il va montrer son vrai visage très bientôt. » Ah, et s'il ne le fait pas? Et s'il a vraiment changé? Et si c'était juste une réaction au chagrin?
Maître Richard s'approcha et plaça une main paternelle sur mon épaule. « Guillaume, avec tout le respect que je vous dois, vous et moi savons que cela ne va pas arriver. Michel a montré aujourd'hui qui il est vraiment. Votre femme le savait, et c'est pourquoi elle a préparé tout cela. » Je pris les documents et les rangeai soigneusement dans la poche de ma veste. « Combien de temps ai-je ? » La clause peut être activée à tout moment pendant les 6 prochains mois, mais votre femme a suggéré d'attendre au moins 30 jours pour voir le modèle complet du comportement de Michel. Nous quittâmes le cabinet quand le soleil s'était déjà couché. Maître Richard m'accompagna à un hôtel modeste du centre-ville, un endroit que je n'aurais jamais considéré dans ma vie précédente, mais qui allait maintenant devenir mon foyer temporaire. « Et une dernière chose, Guillaume, » me dit-il avant de me dire au revoir. « Votre femme a laissé une lettre pour vous avec des instructions de ne la remettre qu'après que Michel ait montré son vrai caractère. » Il sortit l'enveloppe scellée de sa mallette. Je pense que le moment est venu. J'étais seul dans cette petite chambre modeste, avec l'enveloppe entre mes mains tremblantes. Sur la couverture, écrit de l'écriture familière de Victoire, se trouvait mon nom. À mon cher Guillaume, l'homme le plus fort que je connaisse. Mes mains tremblaient alors que je brisais le sceau de l'enveloppe. L'écriture de Victoire était reconnaissable, cette écriture élégante que j'avais admirée pendant 40 ans de mariage. Je m'assis sur le lit d'hôtel et, sous la lumière tamisée de la lampe de chevet, commençai à lire la lettre que ma femme avait écrite pour ce moment précis. « Mon cher Guillaume, si tu lis ceci, cela signifie que Michel a montré son vrai visage et que mon plan se développe comme je l'espérais. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit de mon vivant. Mais j'avais besoin que ta réaction soit authentique pour qu'il croie complètement en sa victoire. » Les larmes commencèrent à couler sur mon visage, tandis que je continuais à lire. Pendant les dernières années, j'ai observé comment notre fils devenait de plus en plus cupide et cruel. Te souviens-tu quand il a licencié Monsieur Dubois, notre jardinier, juste parce qu'il demandait une petite augmentation après 20 ans de service loyal, ou quand il a refusé d'aider ton neveu David quand il a perdu son travail? J'ai vu comment il traite les femmes de ménage, comment il parle des gens qui ont moins d'argent que nous. Je fis une pause dans ma lecture et regardai par la fenêtre de la chambre. En effet, Victoire avait vu ce que j'avais refusé d'accepter pendant des années. Notre fils était devenu une personne que nous ne reconnaissions pas. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir, mon amour. Les 300 millions d'euros qui apparaissent dans le testament officiel ne représentent pas toute notre fortune. Il y a des comptes supplémentaires, des propriétés enregistrées à ton nom, des investissements que seuls toi et moi connaissons. Le total réel de nos actifs s'élève à 450 millions d'euros. Mon cœur s'arrêta. 450 millions d'euros. Victoire avait été encore plus astucieuse que je ne l'avais imaginé. Les comptes supplémentaires sont à la Banque nationale de Paris, agence du centre-ville, à ton nom. Guillaume Dubois. Le mot de passe est la date de notre premier baiser, le 15 mai 1985. Maître Richard a tous les documents nécessaires, mais ne les remettra que quand tu seras prêt à prendre le contrôle total. Je continuais à lire, et chaque ligne révélait à quel point Victoire avait profondément planifié cette situation. Ta tâche maintenant est d'observer. Permets à Michel de croire qu'il a tout, et tu verras comment le pouvoir absolu corrompt absolument. Il va dépenser, gaspiller et montrer son vrai caractère au monde. Quand viendra le moment de te révéler comme le véritable héritier, il aura déjà appris la valeur de l'humilité à ses dépens. Mais rappelle-toi, mon amour, l'objectif n'est pas de le punir, mais de le sauver. Notre fils a perdu son chemin, mais il est encore temps qu'il retrouve son vrai cœur. Ce n'est qu'à travers la perte qu'il peut apprendre à valoriser ce qui compte vraiment. La lettre continuait avec des instructions spécifiques. Victoire avait tout préparé jusqu'au moindre détail, incluant des contacts de confiance qui m'aideraient pendant cette période de transition et un plan étape par étape pour récupérer non seulement ma fortune, mais aussi, elle l'espérait, notre fils.
Je te fais confiance pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Tu es l'homme le plus sage et le plus compatissant que je connaisse, et je sais que tu trouveras un moyen de transformer cette tragédie en une opportunité de croissance pour toute notre famille. À la fin de la lettre, il y avait une note qui me fit sourire à travers les larmes. PS. À la banque, tu trouveras aussi une surprise supplémentaire. Notre vieil ami Marcus a géré discrètement quelques investissements technologiques qui ne sont même pas inclus dans les calculs principaux. Disons que nos vrais actifs pourraient être encore plus élevés que tu ne l'imagines. Je t'aime éternellement, Victoire. Je pliai soigneusement la lettre et la rangeai dans la poche de ma veste avec les documents juridiques. Mon esprit commença à traiter toutes les informations. Victoire ne m'avait pas seulement protégé économiquement, mais avait aussi créé une opportunité d'enseigner à Michel une leçon qui pourrait sauver son âme. Je pris le téléphone de l'hôtel et composai le numéro de Maître Richard. « Guillaume, tout va bien ?» « J'ai lu la lettre, dis-je simplement. Demain, je veux aller à la banque. J'ai besoin de comprendre pleinement la situation avant de décider de mes prochaines étapes. Bien sûr, je passerai vous chercher à 9 heures. Et Guillaume, votre femme était une femme extraordinaire. Ce qu'elle a fait pour vous, pour votre famille, est l'acte d'amour le plus profond que j'ai vu en mes 30 années d'avocat. Cette nuit-là, je pus à peine dormir, non pas d'anxiété ou de tristesse, mais d'un étrange sentiment d'anticipation. Pour la première fois depuis la mort de Victoire, j'avais l'impression d'avoir un objectif clair. Il ne s'agissait pas de récupérer l'argent, il s'agissait de récupérer mon fils. Le lendemain, Maître Richard arriva ponctuellement à l'hôtel. Pendant le trajet vers la banque, il m'expliqua les détails supplémentaires que Victoire lui avait confiés. « Votre femme a commencé à soupçonner le changement chez Michel il y a environ 2 ans, me dit-il en conduisant dans les rues du centre-ville. C'est alors qu'elle a commencé à restructurer discrètement une partie de ses actifs. Elle voulait s'assurer que vous seriez protégé, quoi qu'il arrive. À la banque, la directrice personnelle, une femme élégante nommée Patricia, nous reçut avec la formalité qui correspondait au compte de cette ampleur. « Monsieur Guillaume, je suis désolé pour votre perte », me dit-elle en nous guidant vers un bureau privé. Votre femme était une cliente très respectée ici, et permettez-moi de dire que les arrangements qu'elle a pris pour vous protéger sont extraordinairement intelligents. Pendant les 2 heures suivantes, Patricia m'expliqua la véritable portée du patrimoine que Victoire avait construit, les investissements supplémentaires, les propriétés internationales, les fonds d'investissement qui avaient grandi silencieusement pendant des années. Le total, en considérant les fluctuations du marché depuis le décès de Madame Victoire, s'élève à 462 millions d'euros, m'informa-t-elle finalement. Je me renversai dans le fauteuil, submergé par l'ampleur de ce que Victoire avait accompli, et plus important encore, par la complexité du plan qu'elle avait conçu pour protéger sa famille. « Et qu'en est-il des comptes que Michel connaît ?» demandai-je. Ces comptes existent vraiment et contiennent les 300 millions d'euros mentionnés dans le testament officiel, mais ils sont soumis aux clauses que Maître Richard vous a déjà expliquées. Si ces clauses sont activées, ces fonds vous reviendront aussi automatiquement. Nous quittâmes la banque avec une nouvelle perspective. Je n'étais pas un veuf impuissant qui venait de tout perdre. J'étais un homme avec des ressources suffisantes pour changer le cours de cette histoire selon mes propres décisions. Mais d'abord, je devais voir jusqu'où Michel était prêt à aller dans son nouveau rôle d'héritier millionnaire, car il ne savait pas que chacun de ses mouvements était observé par quelqu'un qui avait beaucoup plus de pouvoir qu'il ne pouvait l'imaginer. Pendant les 2 semaines suivantes, je devins un spectateur silencieux de la transformation de mon fils. Depuis ma chambre d'hôtel modeste et avec l'aide discrète de Maître Richard, je pouvais observer comment Michel commençait à montrer son vrai visage au monde. Le premier signe vint juste 3 jours après qu'il m'ait jeté dehors de la maison. Maître Richard m'appela avec un rapport qui me glaça le sang. «
Guillaume, il a licencié tout le personnel de service, me dit-il d'une voix grave. Sarah, qui travaillait à la cuisine depuis 15 ans, Marie, la femme de ménage qui l'a pratiquement vue grandir. Il leur a donné à toutes une semaine de salaire et les a jetées dehors sans autre explication que le fait qu'ils n'avaient plus besoin d'elle. Sarah avait appelé Maître Richard en pleurant, demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Cette femme avait préparé des milliers de repas pour notre famille, avait pris soin de Michel quand il était enfant, avait été comme une seconde mère pour lui. Et quelle raison leur a-t-il donné ? Demandai-je, bien que je craignisse déjà la réponse. Selon Sarah, Michel lui a dit que des gens comme elle n'avaient plus leur place dans sa nouvelle vie, qu'il allait engager un personnel plus sophistiqué, plus en accord avec sa nouvelle position économique. Je fermai les yeux et sentis une pointe de douleur dans ma poitrine. Victoire avait eu raison. L'argent révélait la vraie nature de notre fils, et ce n'était pas joli, mais ce n'était que le début. Une semaine plus tard, Maître Richard me montra des photographies qu'un détective privé avait prises sous les instructions de Victoire. Sur les images, je pouvais voir Michel sortir de magasins de luxe avec des sacs valant plus que les salaires annuels de nos anciens employés. Il a dépensé 150 000 € en une seule journée, m'informa Maître Richard, tandis que nous examinions les reçus qu'il avait réussi à obtenir légalement. Vêtements, montres, chaussures, des choses dont il n'a pas besoin, juste parce qu'il peut les acheter. Mais ce qui me fit le plus mal fut la photographie où il apparaissait en train de rire avec ses nouveaux amis, ces gens superficiels qui ne s'étaient approchés de lui qu'après avoir appris son héritage. Sur l'image, il portait un costume coûteux qui valait plus que la voiture de Sarah tout en buvant du champagne d'une bouteille à 1 000 €. Il y a plus, continua Maître Richard, et son expression devint encore plus sérieuse. Hier, il est allé au Racing Club de France, où vous et votre femme aviez été membres pendant 20 ans. Il a annulé votre adhésion et a demandé à être retiré de tous les registres. « Mais quoi ?» chuchotai-je, sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Il a dit au directeur que vous n'étiez plus pertinent et qu'il ne voulait plus que votre nom continue d'être associé au sien, nulle part. Je m'assis sur le lit d'hôtel et pleurai, non pas pour l'adhésion au club, mais pour la cruauté calculée de ses actions. Michel n'était pas seulement en train de profiter de sa nouvelle richesse. Il effaçait délibérément mon existence de sa vie. Cet après-midi-là, je reçus un appel que je n'attendais jamais. C'était Monsieur Dubois, notre ancien jardinier, l'homme que Michel avait licencié des années auparavant pour avoir demandé une augmentation. « Monsieur Guillaume, je suis désolé de vous déranger en ces moments difficiles, » me dit-il de sa voix douce. « Mais je dois vous dire quelque chose qui s'est passé hier. » Mandou, Monsieur Dubois m'expliqua qu'il était allé à la maison pour présenter ses condoléances pour la mort de Victoire. Mais Michel l'avait reçu avec une froideur qui l'avait laissé sans voix. Il m'a dit que des gens comme moi n'avaient pas le droit d'être dans cette maison. Il m'a crié de partir et de ne jamais revenir, que les pauvres ne pouvaient pas contaminer sa nouvelle vie, raconta-t-il d'une voix étranglée. Monsieur Guillaume, votre famille était comme la mienne pendant 20 ans. Je me suis occupé de ces jardins comme s'ils étaient des miens, et il m'a traité comme si j'étais de la vermine. Après avoir raccroché, je restais assis en silence pendant des heures. Victoire avait prédit exactement cela. Elle avait vu chez Michel quelque chose que j'avais refusé de reconnaître. Une cruauté inhérente que le pouvoir et l'argent magnifiaient jusqu'à le transformer en monstre. Le lendemain, Maître Richard m'apporta des nouvelles encore plus troublantes. « Michel prévoit de vendre des propriétés », me dit-il en étalant plusieurs documents sur la table du café de l'hôtel. « La maison de Deauville où vous passiez les étés, l'appartement du 16e arrondissement que Victoire avait acheté pour quand Michel allait à l'université. Il envisage même de vendre les bureaux où Victoire a bâti son empire. Pourquoi vendrait-il tout cela ? Demandai-je, bien que je soupçonne la réponse.
Selon l'agent immobilier, il veut de la liquidité immédiate pour des investissements plus excitants. Apparemment, de nouveaux amis l'ont convaincu d'investir dans des affaires qui promettent des profits rapides. Pendant les jours suivants, j'observais de l'ombre Michel continuer à détruire méthodiquement tout ce que Victoire et moi avions construit. Non seulement les biens matériels, mais aussi les relations, les valeurs et l'héritage de respect que notre famille avait maintenu pendant des décennies. La goutte qui fit déborder le vase arriva exactement 3 semaines après mon expulsion. Maître Richard m'appela à 6 heures du matin, quelque chose qu'il ne ferait qu'en cas d'urgence. « Guillaume, vous devez venir à mon cabinet immédiatement », me dit-il avec urgence. Michel a fait quelque chose qui change tout. 1 heure plus tard, j'étais assis en face du bureau de Maître Richard, regardant une vidéo sur son ordinateur qui me coupa le souffle. Dans l'enregistrement fait par les caméras de sécurité du Cercle de l'Union interalliée, je pouvais voir Michel arriver à un gala de charité que Victoire et moi avions organisé annuellement pendant 10 ans. Le gala continuait cette année en mémoire de Victoire, et on s'attendait à ce que Michel fasse un don symbolique pour maintenir la tradition familiale. Au lieu de cela, nous le vîmes arriver avec une attitude arrogante, habillé comme un roi, et interrompre l'événement pour annoncer qu'il annulait tous les dons que notre famille avait promis. Ma mère est morte. Nous l'entendîmes dire devant un public horrifié. Et avec elle sont mortes ces charités stupides. Cet argent a de meilleures utilisations que d'être gaspillé sur des gens qui ne savent pas l'apprécier. Les visages de choc et de dégoût dans la vidéo étaient évidents. C'étaient des gens qui avaient connu et respecté Victoire pendant des décennies, qui avaient vu Michel grandir, qui avaient fait confiance à notre famille. Mais il y a plus, dit Maître Richard et changea pour une autre vidéo. Ceci s'est passé plus tard dans le parking. Dans ce second enregistrement, nous vîmes Michel être confronté par Robert, un vieil ami de Victoire, qui dirigeait une des fondations bénéficiaires de nos dons. « Michel, votre mère aurait honte, » lui dit Robert avec une tristesse évidente. « Ces dons aident des centaines de familles dans le besoin. Comment pouvez-vous être si cruel ?» La réponse de Michel déchira mon âme. Ma mère était une idéaliste naïve. Je suis plus intelligent qu'elle. L'argent a été fait pour être apprécié, pas pour être donné à des perdants qui ne savent pas travailler. Maître Richard arrêta la vidéo et me regarda directement dans les yeux. « Guillaume, je pense qu'il est temps d'activer les clauses du testament. » Michel avait franchi toutes les lignes possibles, mais j'avais d'autres plans. Victoire ne m'avait pas seulement donné les outils juridiques pour tout récupérer, mais aussi la sagesse de comprendre que ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de sauver l'âme de mon fils avant qu'il ne... pas encore, Maître Richard, dis-je avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. D'abord, je vais le laisser affronter les conséquences de ses propres actions. Je n'eus pas à attendre longtemps pour voir comment l'univers commençait à faire payer Michel pour sa cruauté. Les conséquences arrivèrent exactement 1 mois après qu'il m'ait jeté dehors de la maison et vinrent sous la forme à laquelle je m'attendais le moins, ses propres amis. Maître Richard m'appela un matin avec des nouvelles qui, tout en me donnant une satisfaction amère, me remplirent aussi d'inquiétude paternelle. « Guillaume, les nouveaux partenaires d'investissement de Michel ont disparu, » me dit-il d'un ton grave. « Ils ont emporté 50 millions d'euros. » Je m'assis lentement dans le fauteuil de ma chambre d'hôtel, traitant l'information. 50 millions d'euros. Un 6e de l'héritage que Michel croyait contrôler complètement. « Comment cela s'est-il passé ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi le sache déjà. Victoire disait toujours que les escrocs pouvaient sentir la cupidité et l'inexpérience à des kilomètres. Selon un détective privé qui continue de surveiller ses activités, Michel a rencontré ses hommes d'affaires dans une soirée exclusive il y a 3 semaines. Ils ont promis de doubler son investissement en 6 mois grâce à une entreprise d'importation d'art européen. Maître Richard m'envoya les détails par SMS pendant que nous parlions, les noms des escrocs, leurs alias,
les faux comptes bancaires qu'ils avaient utilisés. Tout avait été une opération sophistiquée, ciblant spécifiquement les nouveaux riches héritiers comme Michel. Le pire, c'est qu'il a signé les documents sans me consulter, continua Maître Richard. Apparemment, il leur a dit qu'il n'avait plus besoin d'avocat parce qu'il faisait confiance à son instinct des affaires. Cet après-midi-là, je reçus un appel que je ne pensais jamais recevoir. C'était Michel. Sa voix sonnait différemment, plus petite, effrayée. « Papa !» chuchota-t-il. Et pendant un moment, il ressembla au petit garçon que j'avais l'habitude de consoler quand il faisait des cauchemars. « Bonjour, Michel !» répondis-je calmement, me préparant mentalement à ce qui allait venir. « J'ai besoin de te parler. Pourrions-nous nous rencontrer? Ou aimerais-tu que nous nous rencontrions ?» demandai-je, notant comment il évitait de mentionner la maison. « Notre maison. Pourrais-tu venir à la maison, s'il te plaît ?» 30 minutes plus tard, j'étais debout devant la porte de la maison où j'avais été heureux pendant 40 ans. Michel ouvrit immédiatement, comme s'il avait attendu près de la fenêtre. Il avait l'air terrible. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient ébouriffés, sa chemise chère froissée, et il portait les mêmes vêtements que la veille. « Entre, s'il te plaît », me dit-il, évitant mon regard. La maison était méconnaissable. Les meubles que Victoire et moi avions choisis ensemble avaient été remplacés par des pièces modernes et froides. Les photos de famille avaient disparu, remplacées par de l'art abstrait coûteux qui n'avait pas d'âme. Même l'odeur était différente, comme s'ils avaient effacé même les souvenirs de l'air. « Que s'est-il passé, Michel ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Il s'effondra sur le nouveau canapé de cuir et commença à pleurer. « J'ai été escroqué, papa. J'ai perdu 50 millions d'euros. Ces hommes en qui j'avais confiance ont disparu avec tout. » Je m'assis à côté de lui, luttant contre l'impulsion paternelle de le consoler immédiatement. C'était la leçon que Victoire avait prévue, et je savais que je devais la laisser produire son plein effet. « Et que comptes-tu faire maintenant ?» demandai-je doucement. « Je ne sais pas, » sanglota-t-il. « Les avocats que j'ai consultés disent qu'il est presque impossible de récupérer l'argent. Les escrocs ont utilisé de fausses identités et des comptes dans des paradis fiscaux. Maître Richard a refusé de m'aider quand je lui ai demandé de s'occuper de l'affaire. » Bien sûr que Maître Richard avait refusé. Il savait parfaitement que cette situation faisait partie du plan de Victoire pour enseigner à Michel les conséquences de ses actions. « Michel, pourquoi m'as-tu appelé ?» demandai-je directement. Il leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des mois, je vis quelque chose qui ressemblait à de l'humilité dans ses yeux. Parce que j'ai réalisé que je n'ai personne d'autre. Tous ces amis que je pensais avoir ont disparu dès qu'ils ont découvert l'argent perdu, et j'ai traité terriblement toutes les personnes qui m'aimaient vraiment, toi y compris. Les larmes coulaient plus fort. Surtout toi, papa. Ce que j'ai fait était impardonnable. Je t'ai jeté dehors de la maison juste après les obsèques de maman quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai été cruel. J'ai été horrible avec toi. Gun. C'était la première fois que je l'entendais prendre la responsabilité de ses actions depuis des années, mais je savais que nous n'avions pas encore atteint le fond de cette leçon. « Et qu'attends-tu de moi maintenant ?» demandai-je. « Je ne sais pas, » admit-il. « Je sais que je ne mérite pas ton aide, après ce que j'ai fait, mais pourrais-tu rester? Pourrais-tu m'aider à comprendre comment sortir de ce pétrin ?» J'acceptais de rester cette nuit-là, mais pas dans mon ancienne chambre principale. Michel avait transformé cet espace en sa propre chambre, éliminant même la dernière trace de Victoire. Au lieu de cela, je dormis dans la chambre d'amis, un rappel constant de comment mon statut avait changé dans cette maison. Pendant les jours suivants, j'observais Michel lutter avec la réalité de ses décisions. L'argent restant était encore une fortune considérable, mais les pertes l'avaient profondément effrayé. Pour la première fois de sa vie, il comprenait que l'argent n'était pas infini et que les mauvaises décisions avaient de vraies conséquences. « Papa, penses-tu que maman serait déçue de moi ?»
me demanda-t-il un soir, alors que nous dînions en silence. La question me brisa le cœur, parce que je savais que Victoire avait prévu exactement cette situation. Elle avait aimé son fils assez pour lui permettre de faire des erreurs douloureuses si cela signifiait qu'il apprendrait des leçons cruciales. Ta mère t'aimait profondément, Michel, mais elle valorisait aussi l'honnêteté, la compassion et la responsabilité. Qu'en penses-tu? Il baissa le regard. Je pense qu'elle serait très déçue, pas seulement à propos de l'argent perdu, mais de la façon dont j'ai traité les gens. Toi, Sarah, Monsieur Dubois, tous ceux qui nous ont aimés pendant des années. Et que comptes-tu faire à ce sujet? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je puisse faire. Certaines choses ne peuvent pas être défaites, n'est-ce pas? Cette question me montra qu'il commençait enfin à comprendre la gravité de ses actions. Mais le test le plus important restait à venir. 3 jours plus tard, la deuxième crise arriva. Maître Richard m'appela tôt le matin avec des nouvelles que je savais qui finiraient par venir. « Guillaume, la banque demande des audits de tous les comptes d'héritage. Apparemment, quelqu'un a signalé des mouvements suspects après l'escroquerie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils vont temporairement geler tous les actifs pendant qu'ils enquêtent. Michel sera effectivement sans accès à son argent pendant au moins 2 mois. Je raccrochai et montai dire à Michel. Sa réaction me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur s'il avait vraiment appris quelque chose de cette expérience. Il resta silencieux pendant de longues minutes, traitant l'information. Puis, à ma surprise, ses premiers mots ne furent pas de panique ou de désespoir. « Je suppose que c'est ce que je mérite, » dit-il d'une voix calme. « Après tout ce que j'ai fait, après la façon dont j'ai traité tout le monde, peut-être qu'il est temps pour moi d'apprendre à vivre comme une personne normale. » Cette réponse me donna de l'espoir, mais je savais que le vrai test viendrait dans les semaines suivantes, quand il aurait à affronter les conséquences de ses actions sans le filet de sécurité de son héritage. Les 2 mois suivants furent les plus révélateurs de la vie de mon fils. Avec les comptes bancaires gelés et seulement l'argent liquide qu'il avait à disposition, Michel fut forcé d'affronter une réalité qu'il n'avait jamais expérimentée. La limitation économique. Au début, il essaya de maintenir son style de vie extravagant avec des cartes de crédit et des objets coûteux qu'il avait achetés. Mais quand les factures commencèrent à arriver et que les paiements vinrent à échéance, la réalité frappa comme une gifle froide. « Papa, je ne comprends pas comment cela fonctionne, » me dit-il un matin, assis à la table de la cuisine avec une pile de factures devant lui. Ces chiffres ne s'additionnent pas. Les dépenses mensuelles de la maison sont plus élevées que n'importe quel salaire normal. C'était la première fois de sa vie qu'il voyait de vraies factures pour maintenir notre style de vie. Victoire et moi avions toujours pris soin de tout, le protégeant des responsabilités financières jusqu'à ce que nous le transformions en un adulte qui ne connaissait pas le vrai prix de quoi que ce soit. « Combien penses-tu qu'il coûte de maintenir cette maison par mois ?» demandai-je, genuinement curieux de savoir s'il avait une notion de la réalité. « Je ne sais pas, 5 000 €, répondit-il avec incertitude. « 22 000 €, lui dis-je, lui montrant les factures d'électricité, d'entretien, d'assurance et du personnel de nettoyage qu'il avait engagé après avoir licencié nos employés loyaux. Son visage pâlit. 22 000 € par mois. Et cela ne compte pas la nourriture, l'essence ou toute dépense personnelle, juste pour garder les lumières allumées et la maison en marche. C'est alors qu'il commença vraiment à comprendre l'ampleur de sa situation. Sans accès aux comptes principaux et avec les dépenses fixes qu'il avait créées, il manquait rapidement d'argent. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-il, et pour la première fois depuis qu'il était enfant, je vis une vraie peur dans ses yeux. « Eh bien, dis-je calmement, tu pourrais commencer par chercher un travail. » Il rit amèrement. « Un travail ? Papa, je ne sais rien faire, je n'ai jamais travaillé un jour de ma vie. Qui va m'embaucher ?
C'était une question valide et douloureuse. Michel avait 35 ans, avait un diplôme universitaire qu'il n'avait jamais utilisé et absolument aucune expérience professionnelle. Victoire et moi pensions le protéger en lui donnant tout ce dont il avait besoin, mais en réalité, nous l'avions laissé complètement sans défense pour le monde réel. Pendant la semaine suivante, j'observais Michel essayer de trouver du travail. Ses premières tentatives furent pathétiques et révélatrices. Il postula pour des postes de direction dans des entreprises prestigieuses, croyant que son nom de famille et son éducation suffiraient. Ils m'ont dit que j'avais besoin d'expérience, me dit-il après son 5e entretien raté. Comment vais-je avoir de l'expérience s'ils ne me donnent jamais l'opportunité? Peut-être devrais-tu commencer par quelque chose de plus basique, suggérai-je. Quelque chose où tu peux apprendre en travaillant. Sa fierté résista au début. L'idée de travailler dans des postes de niveau d'entrée lui semblait humiliante, mais quand la 2e facture d'électricité arriva impayée et qu'EDF menaça de couper les services, sa perspective commença à changer. Finalement, après 3 semaines de recherche, il obtint un travail à temps partiel dans un magasin Fnac. Le salaire était de 1 200 € par mois, un montant qu'il avait l'habitude de dépenser en un seul après-midi de shopping aux Galeries Lafayette. « C'est humiliant, papa », me dit-il après son premier jour. « Le chef de rayon a 10 ans de moins que moi et me traite comme si j'étais stupide. Et les clients, certains sont si exigeants. Et comment te sens-tu de travailler ?» demandai-je, évitant de commenter l'ironie qu'il expérimentait maintenant le traitement qu'il avait donné aux autres pendant des années. « Épuisé, admit-il. Non, mes pieds me font mal, mon dos me fait mal, et je ne comprends pas comment les gens font cela tous les jours pendant des décennies. » Mais quelque chose d'intéressant commença à se passer après la 2e semaine. Michel commença à parler différemment du travail et des gens qu'il rencontrait. « Il y a un gars là-bas, Marcus, qui travaille au rayon informatique, » me dit-il un soir. « Il a 2 enfants et soutient son père âgé avec 2 emplois. Il ne se plaint jamais, n'arrive jamais en retard et aide toujours les clients avec le sourire. Je ne comprends pas comment il fait. As-tu parlé un peu avec lui ? Oui, il m'a dit qu'il travaille là depuis 8 ans, qu'il a commencé quand sa femme est tombée malade et qu'il avait besoin de la sécurité sociale. Il fait des heures supplémentaires chaque fois qu'il peut. » Michel fit une pause, comme s'il traitait quelque chose de profond. « Papa, je me suis plaint d'avoir perdu 50 millions d'euros, mais il n'a probablement jamais vu 10 000 € ensemble dans sa vie, et il est beaucoup plus fort que moi. » C'était la première fois que j'entendais Michel exprimer une admiration genuine pour quelqu'un qui n'avait pas d'argent ou de statut social. Victoire aurait été fière de ce petit pas vers une vraie empathie. Le vrai tournant arriva 1 mois plus tard, quand Michel fut témoin de quelque chose qui changea fondamentalement sa perspective. « Papa, quelque chose de terrible s'est passé au travail aujourd'hui, » me dit-il ce soir-là, clairement perturbé. Marcus a reçu un appel de l'hôpital. Son père a besoin d'une chirurgie d'urgence qui coûte 8 000 €. Sa mutuelle ne la couvre pas complètement. Et que s'est-il passé? Il s'est complètement effondré. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi désespéré. Il m'a dit qu'il n'avait pas ce genre d'argent, qu'il avait déjà utilisé toutes ses économies pour les factures médicales de sa femme, et qu'il ne savait pas quoi faire. Michel resta silencieux pendant de longues minutes, et je pouvais voir comment il luttait intérieurement avec quelque chose. « Papa, » me dit-il finalement, « j'ai une montre qui vaut plus que cette chirurgie. J'ai des costumes dans mon placard qui coûtent plus que le salaire annuel de Marcus, et lui doit décider entre sauver son père ou garder de la nourriture sur la table. Que comptes-tu faire à ce sujet ? Je veux l'aider, » dit-il avec détermination. Je vais vendre certaines de mes affaires. Cette Rolex que j'ai achetée le mois dernier pour 15 000 €, je n'en ai même pas vraiment besoin. Je peux la vendre et donner l'argent à Marcus. Mais cette nuit-là, pendant que Michel dormait, j'appelai Maître Richard. « Comment va le plan ?» me demanda-t-il. « Mieux que Victoire l'espérait, »
répondis-je. Je pense qu'il change vraiment. Pour la première fois depuis des années, je le vois comme le garçon compatissant qu'il était autrefois. Est-il temps de révéler la vérité? Pas encore. Il y a encore un test qu'il doit passer. J'ai besoin de savoir si ce changement est permanent ou juste un désespoir temporaire. C'est? Le lendemain, Michel vendit effectivement la montre et donna l'argent à Marcus. Quand je vis les larmes de gratitude dans les yeux de cet homme travailleur et l'expression de profonde satisfaction sur le visage de mon fils, je sus que nous avions atteint un point crucial. Mais l'univers avait une dernière leçon préparée pour Michel, une que même Victoire n'avait pas prévue. Cette même semaine, une lettre arriva par la poste qui changerait tout une fois de plus. Elle venait d'un autre avocat, Maître Durand, qui représentait la succession d'un oncle éloigné de Victoire qui était récemment décédé. Monsieur Michel lut la lettre à haute voix. Nous regrettons de vous informer que Monsieur Thomas Peterson est décédé le mois dernier et vous a nommé comme son seul héritier. Sa succession s'élève à environ 75 millions d'euros. Michel laissa tomber la lettre et me regarda avec des yeux énormes. 75 millions d'euros de plus, chuchota-t-il. Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai appris, l'argent réapparaît. C'était le test final. Que ferait Michel avec une nouvelle fortune après avoir expérimenté la pauvreté relative et découvert la compassion? La lettre sur l'héritage de Thomas était réelle, mais il y avait un détail que Michel ne connaissait pas. J'avais un droit de veto sur cet héritage, selon l'accord familial que Victoire avait établi des années auparavant. Thomas avait été le frère cadet de Victoire, un homme solitaire qui avait toujours respecté le jugement de Victoire sur la famille. Je décidai de ne pas révéler immédiatement ce détail à Michel. Au lieu de cela, je voulais voir comment il réagirait à la possibilité de récupérer une fortune après avoir touché le fond. Sa première réaction fut révélatrice. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il en relisant la lettre pour la 5e fois. Juste quand je pensais avoir tout perdu, quand j'apprenais enfin à vivre différemment, ceci apparaît. « Comment te sens-tu à ce sujet ?» demandai-je, observant attentivement son expression. « Confus, admit-il. Il y a 2 mois, cela aurait été la réponse à tous mes problèmes. J'aurais immédiatement couru réclamer l'argent et serais retourné à ma vie précédente. Mais maintenant... Mais maintenant quoi? Maintenant, je ne suis pas sûr de vouloir retourner à cette vie. » Il s'assit sur le canapé et regarda par la fenêtre le jardin que M. Dubois avait soigné avec tant d'amour pendant des années. « Papa, sais-tu ce que j'ai découvert en travaillant à la FNAC? Dis-moi. » J'ai découvert que je suis capable de faire des choses que je ne pensais jamais pouvoir faire, que je peux travailler 8 heures d'affilée, que je peux résoudre des problèmes, que je peux aider les gens. Et pour la première fois de ma vie, quand quelqu'un me dit merci, je sais que je l'ai vraiment mérité. Ces mots me remplirent d'un espoir que je n'avais pas ressenti depuis des mois. C'était le Michel que Victoire et moi avions espéré voir émerger un jour. Mais je sais aussi que 75 millions d'euros pourraient aider beaucoup de gens, continua-t-il. Cela pourrait aider Marcus, Sarah, M. Dubois, toutes les personnes que j'ai maltraitées quand je croyais que l'argent me rendait supérieur à elles. Cette nuit-là, Michel fit quelque chose qui me surprit complètement. Au lieu de célébrer ou de faire des plans pour réclamer immédiatement l'héritage, il s'assit à la table de la cuisine avec un carnet et commença à écrire. « Donc qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je. « Je fais une liste, » répondit-il sans lever les yeux. « Une liste de toutes les personnes que j'ai blessées, toutes les choses que j'ai mal faites et comment je pourrais utiliser cet argent pour les réparer. » Pendant les 2 heures suivantes, je l'observais écrire des noms, des montants et des plans détaillés. Marcus et son père étaient sur la liste bien sûr, mais aussi Sarah, M. Dubois, les fondations de charité qu'il avait annulées, et même les employés de la FNAC qui travaillaient pour des salaires minimums. « Papa, puis-je te demander quelque chose ?» me dit-il quand il eut fini d'écrire. « Bien sûr. »
Penses-tu que maman me pardonnerait pour tout ce que j'ai fait? La question me brisa le cœur parce que je savais que Victoire avait planifié exactement ce moment de découverte de soi et de repentir. Ta mère t'aimait inconditionnellement, Michel, mais plus que le pardon. Elle voulait que tu trouves ton chemin pour devenir la personne qu'elle savait que tu pouvais être. Et penses-tu que je le trouve? Avant que je puisse répondre, le téléphone sonna. C'était Maître Richard, et sa voix sonnait urgente. « Guillaume, je dois parler avec vous et Michel immédiatement. Quelque chose d'important a surgi concernant l'héritage de Thomas. » « Quel genre de quelque chose? Je préfère expliquer en personne. Pouvez-vous venir à mon cabinet demain matin? » Cette nuit-là, je pus à peine dormir. Je savais que Maître Richard voulait probablement discuter de mon droit de veto sur l'héritage de Thomas, et que le moment était venu de prendre une décision cruciale sur l'avenir de Michel. Le lendemain, nous arrivâmes tôt au cabinet de Maître Richard. Michel portait son uniforme de la FNAC, puisqu'il devait travailler après la réunion. Le voir habillé simplement, avec des chaussures confortables au lieu de mocassins de créateur, me rappela combien il avait changé pendant ces mois. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », nous dit Maître Richard avec une expression sérieuse. « Michel, il y a quelque chose concernant l'héritage de votre oncle Thomas que vous devez savoir. » Michel se pencha en avant, attentif. Votre oncle Thomas était un homme très sage et connaissait bien la situation qui s'était développée après la mort de votre mère. Avant sa mort, il a établi une condition très spécifique pour son héritage. « De quel genre de condition ?» m'a demanda Michel, et je pouvais entendre l'anxiété dans sa voix. Maître Richard ouvrit un dossier et sortit un document. « L'héritage ne peut être réclamé que si votre père, Guillaume, certifie par écrit que vous avez démontré un changement fondamental de caractère et que vous êtes prêt à gérer responsablement une fortune de cette ampleur. » Le silence remplit le cabinet comme un poids dense. Michel se tourna lentement vers moi et je vis dans ses yeux un mélange de compréhension, de surprise et quelque chose qui semblait être du soulagement. « Savais-tu cela ?» me demanda-t-il d'une voix douce. « J'ai découvert hier soir quand Maître Richard m'a appelé. » Mentis-je gentiment. Ce n'était pas le moment de révéler que j'avais connu ce détail depuis le début. « Et qu'en penses-tu » demanda-t-il, et sa voix tremblait légèrement. « Penses-tu que j'ai suffisamment changé pour mériter cette responsabilité ?» C'était la question que j'attendais depuis des mois. La question qui déterminerait non seulement l'avenir financier de Michel, mais aussi le genre de personne qu'il deviendrait dans les années à venir de sa vie. Avant de répondre à cela, dis-je, « Je veux te poser une question. Si je décidais que tu n'es pas prêt, si tu perdais cet héritage pour toujours, comment te sentirais-tu » Michel réfléchit pendant de longues minutes avant de répondre. « Il y a 2 mois, j'aurais désespéré. J'aurais supplié, j'aurais promis n'importe quoi, j'aurais fait une scène. » Il fit une pause et me regarda directement dans les yeux. « Mais maintenant, je pense que j'irai bien. J'ai appris que je peux survivre sans millions d'euros. J'ai appris que je peux travailler, que je peux contribuer, que je peux être utile, même sans une fortune familiale. Et si je dis oui? Si je dis que tu es prêt, que ferais-tu avec 75 millions d'euros ?» Sans hésiter, il prit le carnet qu'il avait écrit la nuit précédente. « D'abord, je réparerai tous les dégâts que j'ai faits, je compenserai les personnes que j'ai blessées, je restaurerai les donations que j'ai annulées, et je m'assurerai que personne d'autre n'ait souffert à cause de mon égoïsme passé. » Sa voix devint plus forte alors qu'il parlait. « Puis, j'utiliserai l'argent pour créer de vraies opportunités, des bourses d'études, des programmes de formation professionnelle, du soutien pour des pères travailleurs comme Marcus. Et pour toi, que resterait-il pour ta vie personnelle? Assez pour vivre confortablement, mais pas extravagamment. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur à travers ce que j'achète ou où je vis. » Il sourit avec une chaleur que je n'avais pas vue depuis des années. « Papa,
Ces mois m'ont appris que la vraie richesse n'est pas dans votre compte en banque. Elle est dans les relations que vous construisez, dans la différence que vous faites dans la vie des autres gens, dans être capable de vous regarder dans le miroir et respecter la personne que vous voyez là. Maître Richard et moi échangeâmes des regards. Il était évident que Michel avait passé le test final, mais il y avait encore une révélation, une qui changerait tout ce qu'il croyait savoir sur les derniers mois de sa vie. « Michel, dis-je, prenant une profonde inspiration avant de continuer, il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir, quelque chose que ta mère a planifié depuis le moment où elle a commencé à s'inquiéter de ton caractère. » Il me regarda avec curiosité, mais je pouvais voir une lueur d'appréhension dans ses yeux. « Maître Richard, s'il vous plaît, montrez-lui les vrais documents, demandai-je à l'avocat. Maître Richard ouvrit un autre dossier, beaucoup plus épais que le précédent, et étala plusieurs documents sur la table. Michel les regarda sans immédiatement comprendre ce qu'il voyait. « Dite, ce sont les documents du vrai testament de votre mère, commençai-je d'une voix calme, celui que votre mère a préparé en sachant exactement quel genre de réaction vous auriez quand vous croiriez avoir tout hérité. »« Le vrai testament ?» chuchota Michel, et son visage commença à pâlir. « Votre mère ne vous a jamais légué les 300 millions d'euros, Michel. Tout ce qui s'est passé pendant ces mois, tout ce que vous avez vécu, faisait partie d'un plan soigneusement élaboré pour vous sauver de vous-même. » J'expliquai alors tout ce qui avait été caché pendant des mois. La clause qui me rendait l'héritage s'il faisait preuve de cruauté, l'existence de comptes supplémentaires que je contrôlais et la réalité que je n'avais jamais vraiment perdu ma position d'héritier principal. J'ai toujours su ce qui se passait, continuai-je, voyant comment ses yeux se remplissaient de larmes de compréhension. Je voulais simplement que vous appreniez. Tu veux dire... Sa voix faillit. Je veux dire que votre mère vous aimait tellement qu'elle était prête à vous faire croire que vous aviez perdu son amour pour vous sauver. Et j'étais prêt à vous laisser me jeter dehors de la maison, me traiter cruellement, me mépriser, parce que je savais que c'était la seule façon pour vous de découvrir qui vous vouliez vraiment être. Michel s'effondra complètement. Ce n'étaient pas les pleurs désespérés de quelqu'un qui avait perdu de l'argent, mais les pleurs profonds de quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de l'amour qu'il avait reçu sans s'en rendre compte. « Maman savait que je deviendrais un monstre, sanglota-t-il. Et même ainsi, elle a trouvé un moyen de me sauver. Et toi, tu as enduré toute ma cruauté, sachant que tu pouvais m'arrêter à tout moment. Votre mère a écrit dans sa lettre que l'objectif n'était jamais de vous punir, mais de vous sauver. Et j'étais prêt à endurer n'importe quoi si cela signifiait récupérer mon fils. » Tapt. Maître Richard nous tendit une boîte de mouchoirs et attendit patiemment pendant que Michel traitait toute l'information. « Alors, les 50 millions d'euros que j'ai perdus aux escrocs ?» demanda-t-il entre ses sanglots. « De l'argent réel, » répondit Maître Richard. « Cette partie n'était pas planifiée. Votre mère avait mis cette somme dans des comptes que vous pouviez vraiment utiliser, espérant que vous feriez des erreurs financières qui vous enseigneraient des leçons précieuses. Les escrocs ont simplement accéléré ce processus. Et l'héritage de l'oncle Thomas est aussi réel, dis-je. Mais comme vous le savez maintenant, il est conditionné à mon approbation. Votre oncle Thomas faisait partie du plan de votre mère depuis le début. » Michel resta silencieux pendant de longues minutes, traitant tout ce qu'il avait appris. Finalement, il leva les yeux vers moi, avec une expression qui était un mélange de douleur, de gratitude, et quelque chose qui semblait être de l'émerveillement. « Papa, peux-tu me pardonner ?» chuchota-t-il. « Pas seulement pour ces derniers mois, mais pour des années d'égoïsme, de cruauté et d'aveuglement à tout ce que toi et maman avez fait pour moi. Je t'ai déjà pardonné, Michel. Je t'ai pardonné depuis le premier jour, parce que je savais que le fils que j'ai élevé était encore là, quelque part, sous toute cette amertume et cette cupidité. »« Et maintenant quoi ?» demanda-t-il. « Qu'arrive-t-il avec tout l'argent »
avec le vrai héritage. Je sortis un document que j'avais préparé la nuit précédente avec l'aide de Maître Richard. J'ai décidé de tout diviser également entre nous, dis-je, mais avec des conditions spécifiques. Votre part sera dans un fonds géré conjointement par nous deux. Chaque décision financière importante, nous devrons la prendre ensemble, et une partie significative devra être obligatoirement destinée à des causes charitables et à réparer les dégâts que vous avez causés. Et si je n'accepte pas ces conditions, alors vous recevrez un montant fixe pour vivre confortablement, mais vous n'aurez pas accès à la fortune principale. La décision vous appartient. Oh, Michel n'hésita pas même une seconde. J'accepte toutes les conditions. Il se leva de son siège et marcha vers la fenêtre. Papa, pendant ces mois, j'ai appris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. L'argent n'a de valeur que si vous savez l'utiliser pour faire le bien. Sans cette sagesse, ce n'est que du papier qui corrompt votre âme. B. Et qu'en est-il de votre travail à la FNAC? Je vais continuer à y travailler, répondit-il avec détermination. Au moins pendant encore quelque temps. Marcus et les autres gars sont devenus mes vrais amis, pas comme ces sangsues qui m'entouraient avant, et j'aime la sensation de gagner mon salaire, si petit soit-il. Maître Richard commença à préparer les documents officiels pendant que Michel et moi parlions des prochaines étapes, mais il y avait une conversation de plus que nous devions avoir. Michel, il y a quelque chose que je dois vous demander, et je veux que vous soyez complètement honnête avec moi. Bien sûr. Dis, est-ce que vous faites tout cela, ce changement d'attitude, parce que vous avez vraiment changé ou parce que vous savez maintenant que je contrôle l'argent? C'était la question la plus importante, celle qui déterminerait si tout ce que nous avions vécu avait valu la peine. Michel réfléchit soigneusement avant de répondre. Il y a 2 heures, quand je croyais dépendre de votre approbation pour obtenir l'héritage de l'oncle Thomas, j'avais déjà décidé que même si vous me refusiez cet héritage, je continuerais à essayer d'être une meilleure personne, non pas pour l'argent, mais parce que j'aime enfin la personne que je commence à devenir. Il s'approcha de moi et posa sa main sur mon épaule. Papa, ces mois de travail, de lutte, de rencontrer des gens vrais avec de vrais problèmes, m'ont appris quelque chose que 35 années de privilèges n'ont jamais pu m'enseigner. Que la vraie richesse vient des relations que vous construisez et du bien que vous faites dans le monde. L'argent n'est qu'un outil pour y parvenir. Et êtes-vous sûr que vous ne redeviendrez pas la personne que vous étiez avant? Je ne peux pas promettre que je ne ferai jamais d'erreur, admit-il honnêtement, mais je peux promettre que je n'oublierai jamais les leçons que j'ai apprises ces mois-ci. Et si jamais je commence à m'égarer, j'espère que vous m'arrêterez à nouveau. Cet après-midi-là, nous signâmes tous les documents nécessaires. Michel devint officiellement copropriétaire d'une fortune qui s'élevait maintenant à plus de 500 millions d'euros, en incluant l'héritage de Thomas et les investissements qui avaient grandi pendant les mois de crise. Mais plus important que n'importe quelle somme d'argent était ce que nous avions récupéré, notre relation père-fils et l'opportunité d'utiliser notre richesse pour faire une vraie différence dans le monde. Quand nous quittâmes le cabinet de Maître Richard, Michel me surprit avec une demande inattendue. « Papa, pourrions-nous aller voir Monsieur Dubois ? Je veux lui présenter personnellement mes excuses et lui offrir non seulement son travail de retour, mais la possibilité d'agrandir les jardins et peut-être de commencer une entreprise de paysagisme avec notre soutien. » Alors que nous marchions vers la voiture, je réfléchis au miracle dont j'avais été témoin. Victoire avait eu raison depuis le début. Parfois, pour sauver quelqu'un qu'on aime, il faut être prêt à le laisser toucher le fond, le laisser apprendre de ses erreurs, le laisser découvrir par lui-même la valeur de ce qui est important. Mais il y avait encore une dernière surprise, quelque chose que même Victoire n'avait pas prévu et qui changerait notre perspective sur toute cette expérience. 3 mois après notre réconciliation, pendant que nous organisions la première réunion annuelle de la fondation que nous avions établie en mémoire de Victoire, une lettre arriva qui changerait pour toujours notre compréhension de toute cette expérience.
Elle venait d'un notaire de Lyon, nous informant d'un coffre-fort que Victoire avait gardé secret pendant des années. Le coffre ne pouvait être ouvert qu'après que certaines conditions spécifiques soient remplies, que Michel ait travaillé pour son propre argent pendant au moins 3 mois, qu'il ait genuinement aidé quelqu'un dans le besoin, et que père et fils aient signé des documents de réconciliation officiels. « Maman a vraiment pensé à tout », murmura Michel, alors que nous lisions la lettre ensemble. Elle avait même des plans pour après que nous ayons appris les leçons. Maintenant, nous voyageâmes à Lyon cette même semaine. À la banque, un employé nous conduisit dans un coffre-fort souterrain où un petit coffre métallique nous attendait. Quand nous l'ouvrîmes, nous trouvâmes quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Outre quelques documents financiers supplémentaires, il y avait une collection de lettres, toutes écrites par Victoire pendant les 2 dernières années de sa vie. Lettres datées et numérotées, adressées à des moments spécifiques de notre processus de guérison familiale. La première lettre était marquée pour quand Michel aurait appris la valeur du travail. « Mon cher fils », lut Michel à haute voix, avec des larmes coulant sur son visage. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez découvert quelque chose que j'ai toujours su qui était en vous. La capacité d'être fort, indépendant et compatissant. Le travail n'est pas une punition, c'est un don qui vous connecte à votre propre capacité et dignité. La deuxième lettre était adressée à moi, à Guillaume, l'homme le plus fort que je connaisse. Mon amour éternel, lus-je d'une voix tremblante, merci d'avoir été fort quand je ne pouvais pas l'être. Merci d'aimer notre fils assez pour le laisser faire des erreurs douloureuses. Je sais que ces mois ont été les plus difficiles de votre vie, mais je sais aussi que vous êtes la seule personne au monde capable de guider Michel vers son vrai cœur. Mais la lettre qui nous impacta le plus était la dernière, marquée pour quand père et fils seraient vraiment redevenus une famille. Mes 2 amours, commençait-elle. Si vous lisez ceci ensemble, cela signifie que le miracle que j'espérais s'est vraiment produit. Michel, vous avez découvert que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous donnez. Guillaume, vous avez démontré une fois de plus que le vrai amour requiert parfois le plus grand courage. Lâchez prise pour pouvoir récupérer. Mais il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, continuait la lettre. Quelque chose que j'ai gardé secret même de maître Richard jusqu'à ce moment. Pendant les 5 dernières années, j'ai silencieusement donné des millions d'euros à des organisations caritatives autour du monde. Je ne l'ai pas fait à travers notre fondation familiale parce que je voulais que ce soit complètement anonyme. Michel et moi nous regardâmes avec étonnement, tandis que je continuais à lire. J'ai secrètement payé l'éducation universitaire de plus de 500 étudiants à faible revenu. J'ai financé 3 hôpitaux dans les régions rurales, du centre et du sud de la France. J'ai établi des fonds pour les pères célibataires, des programmes de nutrition infantile et des refuges pour les victimes de violences domestiques. J'ai fait tout cela sans vous le dire, parce que je voulais m'assurer que quand vous prendriez le contrôle de notre fortune, ce serait pour les bonnes raisons. La lettre expliquait que Victoire avait donné près de 100 millions d'euros pendant ces années, mais avait structuré les donations pour qu'elles continuent automatiquement après sa mort, si nous démontrions que nous étions prêts à continuer son héritage. Le vrai compte des actifs de notre famille, incluant les donations programmées et les engagements futurs, est de 650 millions d'euros. Révélait la lettre, mais cela vient avec la plus grande responsabilité que vous puissiez imaginer. Utilisez cette richesse pour changer des vies, pas seulement pour vivre confortablement. À la fin de la lettre, il y avait des instructions spécifiques sur comment continuer les programmes de charité que Victoire avait établis, des contacts d'organisations qui avaient reçu des donations anonymes et un plan détaillé pour étendre ses efforts sur les 20 prochaines années. PS, terminait la lettre. Dans ce coffre, vous trouverez aussi l'acte de propriété d'une maison dans chacun des endroits où nous aidons. La région centre, le sud-ouest et 3 villes du nord-est. Elles ne sont pas pour que vous les utilisiez comme maisons de vacances,
mais comme centre d'opération pour superviser personnellement l'impact de vos donations. Je veux que vous connaissiez les familles que vous aidez, que vous voyiez directement comment vos décisions changent de vraie vie. Michel et moi restâmes assis en silence pendant de longues minutes, submergés par l'ampleur de ce que Victoire avait fait en secret et par la responsabilité qui nous incombait maintenant. « Papa, dit finalement Michel, vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ? Cela signifie que votre mère ne nous enseignait pas seulement sur l'argent et le caractère, répondis-je. Elle nous préparait à devenir les gardiens d'un héritage qui va bien au-delà de notre famille. Pendant les semaines suivantes, nous commençâmes à contacter les organisations que Victoire avait secrètement soutenues. Chaque conversation révélait de nouvelles dimensions de sa générosité silencieuse. Des directeurs d'orphelinats qui ne savaient comment remercier l'ange anonyme qui avait sauvé leurs institutions. Des pères qui avaient pu subvenir aux besoins de leurs enfants grâce aux programmes qu'elle finançait. Des étudiants qui avaient obtenu leur diplôme universitaire sans savoir qui avait payé leur éducation. « C'est écrasant », avoua Michel un soir, alors que nous révisions les rapports d'impact des donations. Maman a aidé des milliers de personnes sans jamais attendre de reconnaissance ou de gratitude. Comment pouvons-nous être à la hauteur de cet exemple? Nous n'avons pas besoin d'être à la hauteur immédiatement, répondis-je. Nous devons juste commencer, un pas à la fois, une famille à la fois. Nous décidâmes de commencer par visiter les centres que Victoire avait établis. Notre premier voyage fut à un hôpital en Auvergne, qu'elle avait complètement financé. Voir des médecins sauver des vies avec l'équipement que notre argent avait fourni, rencontrer des familles qui avaient reçu des soins gratuits, fut une expérience qui changea fondamentalement notre perspective sur ce que signifiait être riche. C'est ce que maman voulait que nous comprenions, me dit Michel, alors qu'il aidait un jeune père à remplir les formulaires pour le traitement de son fils. L'argent n'est pas un prix que nous avons gagné, c'est un outil qui nous a été confié pour faire du bien dans le monde. 1 an après notre réconciliation, nous établîmes officiellement la Fondation Victoire Dubois, avec Michel comme directeur exécutif et moi comme président du conseil. Michel avait quitté son travail à la FNAC, mais maintenait ses amitiés avec Marcus et les autres hommes qu'il avait rencontrés là-bas. En fait, plusieurs d'entre eux travaillaient maintenant pour notre fondation, utilisant leurs expériences de vie réelles pour identifier et aider les familles dans le besoin. Vous savez ce qui est le plus étrange dans tout cela? Me demanda Michel pendant l'inauguration de notre 10e programme de bourse d'études. Quoi? Je suis plus heureux maintenant, travaillant 14 heures par jour pour aider les autres, que je ne l'ai jamais été quand je pouvais acheter tout ce que je voulais. Maman avait raison. Le vrai bonheur vient de savoir que votre vie a un but plus grand que vous-même. Cette nuit-là, alors que nous révisions les demandes pour notre nouveau programme de prêt pour petites entreprises destiné aux pères travailleurs, je réfléchis au voyage extraordinaire que nous avions vécu. Victoire avait orchestré non seulement le salut de l'âme de son fils, mais la transformation complète de notre famille en quelque chose de beaucoup plus puissant et significatif que nous n'avions jamais été. « Papa, me dit Michel, alors que nous approuvions 50 nouveaux prêts, penses-tu que maman serait fière de nous ?» Je regardais mon fils, qui était passé d'héritier égoïste et cruel à un homme dédié à changer le monde, une famille à la fois. Je pensais à Victoire, à son plan incroyablement complexe pour nous sauver tous, à sa foi que l'amour et la sagesse pouvaient triompher de la cupidité et de l'égoïsme. « Je pense que votre mère savait exactement ce que nous deviendrions, » répondis-je. Et je pense qu'en ce moment, où qu'elle soit, elle sourit, parce que son plan non seulement a fonctionné, mais a dépassé même ses attentes les plus optimistes. Michel sourit et continua à travailler. Dehors, la ville de Paris dormait, inconsciente du fait que dans ce bureau modeste, 2 hommes travaillaient tard dans la nuit, planifiant comment utiliser une fortune pour changer le monde. Je ne l'ai pas sauvé avec de l'argent. Je l'ai sauvé en lui apprenant à se sauver lui-même. Et dans le processus,
Nous avons découvert que la vraie richesse n'a jamais été notre fortune financière, mais la capacité infinie du cœur humain à transformer la douleur en compassion, l'égoïsme en générosité et la perte en but. Et Victoire, ma chère Victoire, l'avait su depuis le début. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton j'aime. Ainsi, je pourrai écrire de nombreuses autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? Je veux vraiment connaître votre opinion. Alors écrivez-la ici dans les commentaires. Je suis toujours curieux de savoir ce que vous pensez. Oh, et dites-moi aussi d'où vous regardez cette histoire. Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Une grosse bise et à la prochaine fois.